Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce sommet d'éco-psychologie proposé par l'AFECOP, l'association francophone d'éco-psychologie. C'est une toute jeune association qui a tout juste un an, qui est issue un petit peu du terreau du sud de la France, et qui a donc pour objectif de promouvoir et d'accueillir l'interdisciplinarité de l'éco-psychologie. Donc, le sommet qui est proposé cette année, le tout premier sommet virtuel, va travailler le thème de l'interdépendance. L'interdépendance, c'est un thème central dans l'écopsychologie puisque cela va montrer la réalité du monde du point de vue systémique, structural, fonctionnel, biologique. Et au-delà de toutes les illusions, et semble être en fait le fondement même de la vie, de la nature dans son ensemble. C'est pourquoi ce thème de l'interdépendance nous paraissait incontournable. Il est effectivement au cœur du paradigme du vivant et elle est postulée de manière centrale dans cette écopsychologie, dans l'étude et l'expérimentation des interrelations. Elle pose également un cadre de la complexité que nous souhaitons faire vivre, expérimenter, mais également apprendre à réfléchir. Donc aujourd'hui, dans le cadre de ce sommet, nous allons parler plus particulièrement du sentiment d'interdépendance et des troubles humains vers une dimension de soins et d'éducation. À cet effet, nous avons 3 personnes autour de la table qui vont débattre de ce thème. Voilà, je m'appelle Emmanuelle Delrieux, je suis membre fondatrice de la FECOP, éco-psychologue et psychologue développementaliste. Et mon confrère, Yoann, je te laisse te présenter. Merci beaucoup Manu. Oui, alors moi je m'appelle Yoann Zveshkar, je suis éco-psychologue à Grenoble et je suis plus que ravi de vous accueillir pour cette nouvelle table ronde dont je répète le thème, c'est le sentiment d'interdépendance et les troubles humains vers une dimension de soins et d'éducation. Alors sans plus tarder, on va laisser la place à nos intervenants et intervenantes. Donc peut-être, voilà, si une ou un de vous a envie de commencer par se présenter et puis peut-être aussi nous dire son rapport avec ce thème, ce sous-thème, comment est-ce que ça résonne pour vous ce thème. Est-ce que je vais lancer la parole? Est-ce que Charline, tu as envie de commencer de te présenter? Oui, yes. Ok, je veux bien démarrer. Donc, je suis Charline Schmerber, je suis praticienne en psychothérapie, je suis installée à Montpellier, donc comme Emmanuel dans le sud de la France. Je travaille depuis un peu plus de 2 ans et demi sur le thème de l'éco-anxiété et de la solastalgie. Donc, j'accompagne des personnes en individuel, que ce soit en distanciel ou en présentiel, et je propose aussi des formats de webinaires pour sensibiliser un peu les entreprises à ce type de problématique-là. Et j'ai cofondé avec d'autres collègues un réseau qui s'appelle le RAFU. C'est le réseau des professionnels de l'accompagnement face à l'urgence écologique, qui a pour but de pouvoir sensibiliser autour des problématiques d'éco-anxiété et de solastalgie et de répondre aux besoins du grand public d'être accompagné sur ce thème. Voilà. Merci Charline. Est-ce que Mickaël, tu veux reprendre la main? Oui, carrément. Donc moi, je m'appelle Mickaël, j'ai 32 ans, je viens de la région toulousaine, dans le sud-ouest. Et rapidement, à la base, j'ai un parcours dans l'animation, dans l'éducation populaire et comme éducateur spécialisé. Donc voilà, donc j'ai eu l'occasion de travailler dans pas mal de structures sociales, sanitaires et médico-sociales. Et puis ces dernières années, j'ai découvert des pratiques d'accompagnement un peu plus hors des sentiers battus, dans ce qu'on appelle des lieux de vie, des séjours éducatifs et de rupture, où c'est vraiment un accompagnement par la nature et l'aventure qui est proposé. C'était en fait des jeunes en grande difficulté que nous accueillons, et souvent en alternative à un accompagnement, une prise en charge plus classique entre 4 murs, donc soit une hospitalisation en psychiatrie, avec des jeunes aussi qu'on accompagnait en alternative à une détention en prison. Et donc, j'ai découvert ces activités-là où je me suis vraiment épanoui, où j'ai beaucoup appris. Et ça fait à peu près 3 ans que j'ai eu un peu ma prise de conscience sur l'ampleur de la dévastation du vivant, que j'ai vraiment ressenti dans le corps.
Et du coup, j'ai commencé une reconversion. Et du coup, j'ai eu l'occasion de découvrir l'éco-psychologie, de reprendre des études également. Et du coup, avec un parcours en psychologie, en philosophie et en psychanalyse, du coup, je ne suis pas psychologue, mais j'ai fait un master pluridisciplinaire autour des enjeux entre psychologie, philosophie et économie politique. Et voilà. Donc voilà, je me suis intéressé à ces sujets-là de manière théorique, mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est vraiment la question de l'éco-psychologie, la question de l'interdépendance, les enjeux de changement de paradigme. C'est vraiment quelque chose que je vis dans le corps, que je vis de manière militante, en étant impliqué dans différents collectifs. Et, euh, et voilà, et je me suis également, j'ai également découvert les ateliers de travail qui relient de John Macy. Et donc, j'ai l'occasion depuis quelques temps de pouvoir en co-faciliter avec des amis, avec des alliés, avec des personnes dont je me sens proche. Et, euh, et voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, juste pour dire comment ce sujet résonne en moi, euh, interdépendance, trouble humain vers une dimension d'éducation et de soins, aujourd'hui, je pense qu'il y a de véritables enjeux de formation des professionnels de l'accompagnement et du soin aux enjeux écologiques, évidemment. Euh, et ce qui m'intéresse aussi, c'est comment participer à se réempuissanter en fait sur ces questions-là et comment peut-être essayer de mettre en place des espaces collectifs, des espaces autogérés pour pouvoir accueillir la parole, accueillir les douleurs, accueillir les souffrances. Et donc voilà, moi je travaille sur ces enjeux-là avec différents collectifs et c'est vraiment un enjeu qui me tient à cœur. Voilà, cette articulation entre des espaces professionnalisés avec des professionnels formés à l'écoute, à l'accompagnement et en même temps des espaces un peu plus libres, un peu plus autogérés, qui ne sont pas des espaces thérapeutiques, mais des espaces de prendre soin. Donc voilà un petit peu où j'en suis aujourd'hui et je suis très content d'être avec vous ce soir. Merci, Michael. Marie? C'est mon tour. Eh bien, bonsoir tout le monde. Et oui, je suis contente d'être avec vous aussi ce soir. Alors, je me présente. J'ai fait des études de médecine et puis de psychiatrie. Moi, j'ai commencé ma carrière en étant psychiatre. Et puis, je me suis rapidement dit que si je voulais écouter ce qui se passait dans la psyché des autres, il fallait que j'écoute ce qui se passait dans la mienne. Donc, je me suis mis au boulot. C'était le moment, c'était dans les années 70-80, où tout le potentiel humain débarquait en Europe. Donc, j'ai beaucoup profité de tout ça avec beaucoup de thérapie de groupe en psychocorporel, en gestalt thérapie, etc. Et puis j'ai fait aussi, bien sûr, une formation psychanalytique, ce qui m'a amené progressivement à quitter le monde médical pour ne plus faire que de l'écoute psychothérapeutique ou psychanalytique. J'ai animé aussi beaucoup de groupes de thérapie. Et ces groupes de thérapie, j'ai essayé de faire en sorte que ça soit dans des coins de nature et même dans le désert, parce que je savais que cette dimension-là était importante pour le changement personnel. Parce que dans mon parcours, vous voyez, il y a plusieurs choses qui me viennent à la tête, donc il faut que je trie. Dans mon parcours, j'ai été très vite concernée par les relations entre le personnel et le familial, bien évidemment. Dans l'histoire personnelle, on voit tout de suite les relations avec les autres, la famille autour, le couple, les enfants, les parents, etc., le transgénérationnel, mais aussi le rapport avec la société, ce qui est le rapport entre soi et les autres, mais au sens sociétal. Et puis aussi le rapport avec la nature. J'étais un peu désastrée de voir qu'il n'y avait pas de psychanalyste qui était intéressé à la question jusqu'à ce que je tombe sur Harold Searle, qui a écrit, c'était dans les années 1960, qui a écrit L'environnement non humain, et là, il m'a servi de Bible. D'où après le fait que j'ai, dans les groupes de thérapie que j'animais, et le fait que je faisais ça dans un monde naturel. Voilà.
Je voulais dire autre chose, mais ça y est, ça m'est parti. Ah oui, si, quand même, c'est important. C'est-à-dire que ce que j'entendais à mon cabinet, je me disais, mais des fois, c'est mieux que dans les livres. Et du coup, ça m'a donné envie d'écrire. Donc, j'ai écrit sur le rapport, souvent avec des problématiques sociales. Et à un moment donné, il m'a été demandé, et j'avais ça dans la tête depuis un moment, d'écrire sur le rapport avec la nature. Et donc, j'ai coécrit 2 livres. Le premier, Pour une écologie intérieure, qui est apparu en 2010 et qui a été réédité en 2017. Et le second qui vient de paraître, parce que ça fait plus de 10 ans, voire 15 ans que je m'intéresse à l'écopsychologie, qu'avec Patrick Guérin et d'autres, on a créé le site ecopsychologie.com et que là, on vient de sortir un ouvrage pour expliquer ce que c'est que l'écopsychologie, vient montrer d'où elle est née, comment elle a évolué, qu'est-ce qu'elle a amené comme théorie, comme pratique, les critiques qu'on peut lui faire. Comme c'est un courant anglo-saxon, de voir aussi chez nous en Europe qui a pu aussi élaborer des choses qui sont intéressantes pour le sujet, et aussi les concrétisations, sur quoi ça peut aboutir tout ça. Donc cet ouvrage qui s'appelle L'écopsychologie, comment renouer avec la nature pour agir autrement, est paru en octobre 2021, c'est tout récent. Merci Marie. Eh bien, je ne sais pas à vous, mais en tout cas, merci pour ces présentations, parce que déjà, on voit toute une coloration grande dans ce format de l'interdépendance, surtout dans les dimensions à la fois sociales, à la fois de la santé, sur le plan du collectif et de l'individuel. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment déjà un tissage qui est en train de se faire. Comment est-ce que peut-être chacun et chacune vous vous situez par rapport à ce thème du sentiment d'interdépendance et des troubles humains, parce que c'est un peu ça qui est au cœur du sujet. Dans cette dimension de soins et d'éducation, j'ai déjà entendu, Michael, que tu mettais la dimension de soins ailleurs que dans les enjeux de formation, donc c'est rigolo. Est-ce que vous pourriez peut-être poser comment vous envisagez les choses par rapport à ce thème? Oui, je vais bien revenir un peu sur ça. Moi, ce qui me touche vraiment dans la question dans ce thème, c'est la question des troubles humains. Le monde qu'on a construit aujourd'hui, il est devenu extrêmement dépendant de certaines choses et il en a oublié certaines formes de dépendance. Donc, on est devenu un monde très dépendant à la technologie et puis on n'a pas forcément très conscience que sans l'air pur pour respirer, on ne va pas aller bien loin. Donc, je m'aperçois de plus en plus des prises de conscience des personnes, en tout cas que j'accompagne, par rapport à ce thème-là. C'est-à-dire que les gens prennent conscience qu'il y a une forme d'interdépendance qui est bien là et dont il faut pouvoir prendre soin. Donc, et ça génère des souffrances psychiques chez les personnes. Donc, je pense qu'il y a un gros enjeu, comme tu disais, Michael, tout à l'heure, de formation, de comment est-ce qu'on va pouvoir aussi sensibiliser les professionnels de l'accompagnement à ce sujet-là. Parce que, je parle principalement du thème qui m'est cher, les éco-émotions, c'est vraiment des choses qui sont assez récentes. Alors, récentes en France, dans les autres pays qui ont déjà été touchés par ça, c'est plus ancien. Mais on est encore dans les balbutiements aujourd'hui en France de ces sujets-là. Or, il va falloir pouvoir les accompagner, les entendre. Il y a le deuxième volet du rapport du GIEC qui est sorti lundi. Comment on va faire aussi pour pouvoir accompagner toutes ces personnes-là. Donc, c'est cet enjeu de pouvoir sensibiliser les collègues, les professionnels, je pense tout métier qui se rattache aux soins me semble être un enjeu super important aujourd'hui. Donc, ouais, voilà, je dirais que c'est un peu ça, ce thème, il m'amène un peu dans ces différentes réflexions et dans ces différentes sphères. Je suis tout à fait d'accord, tout à fait d'accord avec Charline.
sur la nécessité, effectivement, que les professionnels s'engagent et puis forment d'autres, parce qu'il va y avoir besoin d'énormément d'écoute, de soutien, de compréhension pour ce virage qui est là, dans lequel on est déjà. Alors justement, je vois que, enfin, j'ai entendu Charline et puis toi, Marie, aussi. Voilà, vous avez parlé, enfin, surtout toi, Charline, de la dépendance à la technologie. Et justement, dans la dépendance à la technologie, on voit que ça nous emmène vers peut-être, on pourrait appeler ça une déconnexion avec le monde réel, qui est autre que artificiel. Et justement, si on pousse un peu dans ces troubles psychiques, qu'est-ce qu'on trouve finalement quand on s'éloigne comme ça et qu'on va vers des dépendances à la technologie ou autre? Je sais que toi, tu as en fait un peu ton corps du métier avec l'éco-anxiété. Est-ce que tu peux commencer à parler, à voir un peu, à poser quelques pistes, quelques notions sur ces troubles? Et puis tu pourras aussi compléter, Marie, quel genre de troubles on trouve finalement dans ces éco-émotions? Alors, ce que je disais par rapport à la question de... Enfin, je pense qu'on est une civilisation extrêmement dépendante et ça se manifeste à plein de niveaux. Donc, ça peut être la question de la technologie, mais il n'y a pas que ça, en fait. Je pense qu'on est vraiment une société un peu état limite, qui est très dans le tout de suite, tout de suite maintenant, où on fait beaucoup travailler. Alors, il y a un ouvrage qui était sorti là-dessus, le bug humain de Sébastien Bollard. On est beaucoup dans la sollicitation de notre striatum plus que notre cortex qui permet l'anticipation. Donc, c'est reconnaître. Enfin, je pense qu'il va vraiment falloir qu'on puisse reconnaître la question de notre dépendance avec, pour le coup, avec le vivant et de pouvoir en prendre soin. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que c'est retourner à l'extérieur, c'est sortir éventuellement aussi de nos... J'ai un collègue qui avait écrit un très bel article sur la nature comme médiation thérapeutique, et lui, il parle de sortir de nos cabinets boîtes. C'est Yann Desbrosses, que tu connais, Marie, aussi. Je pense qu'on peut parler de la reconnexion au vivant, mais il faut pouvoir la vivre. Donc, ça veut dire faire des stages aussi, comme tu disais, Mickaël, de faire éventuellement des stages de travail qui relient, où on est à l'extérieur, se reconnecter à ça pour prendre conscience qu'on a besoin de ce rapport avec le vivant, de le vivre, et puis de s'en émerveiller et de comprendre c'est à partir du moment où on aime les choses, les choses qu'on a envie d'en prendre soin. Donc, je pense qu'il y a quand on voit qu'il y a un déficit de nature chez les enfants qui avait été défini par Richard Louv, et que les enfants, ils sont plus capables, je crois, de reconnaître des marques aux États-Unis plutôt que des plantes ou des végétaux. C'est hallucinant de se dire qu'on est dans un monde qui était capable de faire ça, quoi. Donc, je pense que la base, c'est bête, mais c'est de pouvoir retrouver vraiment le contact avec le monde qui nous entoure et de s'y reconnecter et de travailler sur la question des liens avec les autres humains et avec l'environnement non humain. Pour embrayer sur ce que tu dis, Charline, après la publication de notre premier ouvrage pour une écologie intérieure, Patrick Guérin et moi-même, on a été invités surtout par les éducateurs à la nature. Parce qu'ils avaient une conscience très, très grande de comment nos enfants étaient élevés, c'est-à-dire dans les boîtes à sardines, effectivement, mais beaucoup d'écrans, dans des villes, très souvent, donc avec beaucoup moins de contact. Richard Louv, il dit quelque chose comme 80% ou 89% moins de contact avec les espaces extérieurs qu'autrefois. Et donc, ça crée pas la même psyché. Ça ne crée pas le même développement psychologique. Les éducateurs à la nature, évidemment, sont très, très conscients de ça. C'est pour ça qu'ils nous ont interpellés énormément. On a peu été faire des conférences dans des endroits où il y avait des psychologues qui nous interpellaient. C'était essentiellement des éducateurs à la nature parce qu'ils étaient avec les enfants et ils se rendaient vraiment compte du problème. On est en contact notamment avec Frédéric Plénard,
qui a fait un film, Le Lien, c'est l'histoire, oui, c'est l'histoire ils ont emmené pendant, je crois, une semaine des enfants dans les Pyrénées, des enfants qui étaient d'une banlieue où ils ne se mettaient jamais le nez dehors, ou juste en petite bande dans la course et tout. Et quel changement ça faisait rien qu'en une semaine. Donc, alors je parlais de Frédéric Plénard, je ne sais plus pourquoi, et je dérivais pour parler de son film, mais l'important, c'était, ah oui, c'est ça, je voulais dire par rapport à Frédéric Plénard, c'est qu'il se rend compte que les enfants souffrent, il y a effectivement ce syndrome de manque de nature, qui souffrent de ça, mais que les parents eux-mêmes sont très peureux par rapport à la nature. Quand il s'agit que les éducateurs à la nature, peut-être Michael en sait quelque chose, quand il s'agit de les emmener dehors, ah, mais il va peut-être prendre froid, ah, mais s'il monte à l'arbre, il va tomber, ah, mais il y a des bêtes qui piquent. C'est fou dans quel monde. Enfin, moi, je suis une ancienne. Je veux dire, les premières années de ma vie, on n'avait pas toute cette peur-là autour de moi. Je pouvais aller gambader dans la campagne et on me fichait la paix, même si je rencontrais un serpent sur mon chemin. Je me permets juste par rapport à ce que tu dis, Marie, de rebondir sur... il y a un livre magnifique de François Terrasson qui s'appelle La peur de la nature. Et je trouve que c'est vraiment un ouvrage magnifique qui revient sur la manière dont on a projeté toutes nos peurs sur la nature. Et je trouve ça... il en parle merveilleusement bien quand il dit aussi qu'on a fait on met la nature en conserve. Je me souviens bien de cette expression que je trouve très pertinente. Voilà, c'était pour rebondir un peu sur ce que tu disais. Je te laisse la parole, Michael. Ouais, alors sur ces deux questions, la dépendance à la technologie et la peur de la nature, juste pour vous partager quelques questionnements issus de l'expérience, dans les séjours de rupture et d'apaisement, donc ce sont des séjours qui durent plusieurs mois, où nous accompagnons des adolescents en difficulté en pleine nature. Au début, on avait beaucoup d'adolescents qui étaient dans des problématiques assez lourdes de maltraitance, de délinquance, d'errance, et auxquelles les situations et les institutions habituelles avaient du mal à répondre. Et sur les dernières années, en fait, plus le temps a passé, plus nous avons reçu et accompagné des adolescents qui étaient dans des enjeux de dépendance au virtuel, de dépendance aux écrans. Et beaucoup d'adolescents, notamment, qui sortaient peu, ou voire même qui n'étaient pas du tout sortis de chez eux pendant plusieurs années, 2, 3 ans, et qui, je me souviens notamment d'un ado avec qui j'ai pu avoir un super lien, et qui, lui, n'était pas du tout sorti de chez lui. Et c'est lui qui a fait la démarche un jour de partir en séjour, une démarche radicale, ne pas partir, rester chez soi pendant 1 à 2 ans à faire des jeux vidéo, et puis partir du jour au lendemain en pleine nature, loin de sa famille, loin de ses amis, à l'âge de 17 ans, pendant 9 mois. Et j'ai pu voir à quel point la désintoxication de la dépendance au numérique, parce que c'est une véritable addiction, il me semble, peut prendre du temps. Et pour moi, enfin, ce que je trouvais intéressant dans ce que l'on proposait, c'est que, a posteriori, aujourd'hui, avec le vocabulaire de l'éco-psychologie, j'ai l'impression qu'on proposait une véritable expérience d'interdépendance, où l'interdépendance était vécue dans un quotidien partagé. Mais après le séjour, avec l'enjeu du retour dans la vie urbaine, avec ces incitations, avec ces écrans, avec la violence du quotidien dans la société dans laquelle nous pouvons être parfois, beaucoup d'adolescents avaient du mal à pérenniser les bénéfices et ce qu'ils avaient pu, développer pendant ces séjours-là. Donc pour moi, je prends cet exemple-là parce que je me demande si parfois nous ne sous-estimons pas l'impact du numérique dans nos existences aujourd'hui. C'est un enjeu qui revient de plus en plus.
je ne crois pas que c'est un enjeu qui est beaucoup traité par l'éco-psychologie jusqu'ici. Du moins, j'ai pas vu énormément d'articles ou de livres sur cet enjeu-là, mais moi, j'apprécie beaucoup de se poser cette question-là, surtout aujourd'hui où, avec le confinement et la crise du coronavirus, il me semble qu'on assiste à une accélération de l'émergence d'une société du sans-contact et où notamment les pratiques d'éducation et de soins ont de plus en plus tendance à se faire à distance. Pour moi, c'est une vraie question. J'ai un avis personnel très tranché là-dessus. Je sais que je ne proposerai jamais d'atelier de travail qui relie en ligne. Pourtant, ça existe. Mais pour moi, c'est une vraie question, un vrai enjeu. Et sur la question de la peur de la nature, je pense que oui, elle est ancrée, mais je l'ai assez peu ressentie, en fait, moi, chez les adolescents qu'on accueillait, alors que pour la plupart, c'était des ados qui s'étaient jamais baignés dans une rivière, qui n'avaient jamais été en forêt, et qui, du jour au lendemain, hop, camping en pleine nature, en autonomie, pendant plusieurs semaines. Et j'ai pas senti l'angoisse de la nature, j'ai plus senti la, la, la peur de ne pas avoir tous les artifices du quotidien qui peuvent venir nous donner un sentiment de complétude. Ça peut être le portable, ça peut être, voilà. J'ai plus senti cette peur de ne pas avoir les gadgets fournis par la société de consommation que la peur de la nature en tant que telle. Et voilà. Oui, Frédéric Plénard, il parle de ça, que les enfants, les jeunes peuvent dire « Ah, mais je ne veux plus avoir mon smartphone, etc. », que ça, c'est préoccupant. Et je pense que ce que tu amènes comme question est fondamental. Alors, il y a quelques articles, alors il faudrait que je regarde dans ma bibliothèque, je ne me rappelle plus du nom de l'auteur, qui ont parlé, des articles anglo-saxons qui ont parlé de la problématique technologique, mais je n'ai pas vu, pour l'instant, ça existe peut-être, l'orientation spécifique sur les écrans. Effectivement, c'est fondamental ce que tu amènes. Et dans les séjours en pleine nature qu'ils ont commencé à faire aux États-Unis un peu avant nous, d'abord, on n'emmène pas avec nous les outils techniques. On les laisse. Pour vraiment une vraie immersion. Oui. Quand je vous entends tous les trois, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment eu tout un développement autour de l'impact de la technologie dans nous, dans nos spécificités en tant qu'humains, dans notre psyché, comme tu le disais, Marie. Et de l'autre, comme tu posais aussi, Charline, l'impact des enjeux du bouleversement climatique, quand tu parlais du dernier rapport du GIEC notamment. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ces troubles, et c'est peut-être, je le problématise de manière spontanée, naturelle, telle que moi-même, en tant que psychologue développementaliste, je m'interroge. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des troubles qui sont là et qui sont la résultante de cette dépendance à la technologie. On le voit dans les études qui sont faites, notamment sur les troubles de l'attention chez l'adulte ou chez l'enfant et l'adolescent qui sont de plus en plus nombreux, des difficultés, comme tu le posais, Charline, au niveau du cerveau, d'aller retravailler les fonctions exécutives telles que la planification, l'anticipation, la flexibilité mentale, qui est quand même essentielle pour se décentrer dans les points de vue, et de moins en moins grande, due à cette manière de lire les articles très rapidement, à cette manière de consommer les informations par cette biais de cette technologie, etc. Donc, et plus encore. Et puis, il y a aussi ces troubles, comme tu le posais, Charline, qui sont récents, en tout cas, qui en France commencent à émerger, mais qui sont connus par ailleurs, issus du bouleversement climatique et aussi du bouleversement économique et social que l'on est en train de vivre, et qui pose cette dimension de soins. Finalement, c'est rigolo parce que vous êtes en train de tisser quelque chose qui est en train de se relier, qui en France n'existe pas et qui me semble important. Enfin, je vous dis ce que moi, spontanément, j'entends et qui peut être, je ne sais pas ce que vous en dites, mais intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des troubles qu'on voit déjà, qu'on connaît déjà. Il y en a d'autres qui émergent, on est obligé de leur mettre des mots nouveaux.
comme éco-anxiété, c'est une journaliste qui l'a posé, parce que nous, psy et thérapeutes, on n'a pas su voir ou poser des mots. Mais du coup, il y a des choses qui se tissent là, dans ces troubles. J'embrayerai tout de suite en disant, c'est comme si on commençait à prendre conscience que la relation avec l'environnement non humain, avec le vivant non humain, est fondamentale pour notre propre santé. On le voit à travers les manifestations, on a parlé des éducateurs à la nature, on a parlé des troubles, les déficits précoces chez l'enfant, etc. Du fait du manque de nature, on voit aussi que ça peut affecter les adultes, il y a de plus en plus d'études là-dessus, il y a ça. Et on ne s'était pas rendu compte que d'être en contact avec la nature, ça avait autant de bienfaits sur la santé. Et maintenant, étape supplémentaire, eh bien, si la nature est détruite autour de nous, eh bien, vraiment, on va mal. C'est comme un seuil qu'on vient de franchir. On a commencé à réaliser que être en contact avec la nature, ça avait quand même des bienfaits pour l'être humain, et sur le plan physique d'ailleurs, et sur le plan psychique. Et puis là maintenant, oui, mais si ça se dégringole autour de nous, c'est là qu'on est sacrément affecté. Et justement, est-ce que Charline, toi, tu as vu dans ton cabinet, dans tes patients, dans les personnes qui viennent te voir, voilà, ces problématiques, qui viennent te raconter clairement que c'est par exemple une éco-anxiété, enfin on pose le mot éco-anxiété, mais d'autres mots comme ça, d'autres troubles, est-ce que toi tu as ça dans... Alors, depuis, j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment une grosse accélération depuis la crise du Covid, des prises de conscience et du mal-être qui est assez lié à l'ensemble du système finalement. Il y a les enjeux écologiques, bien évidemment, mais là, par exemple, il y a une insécurité qui est... voilà, on est dans une guerre en Europe, donc il y a aussi tout ça, tout ce qui crée une forme d'insécurité chez les gens, et donc ça va générer... soit vraiment tout un panel d'émotions assez désagréables finalement pour les gens à ressentir, quoi. Et ça s'est intensifié vraiment depuis 2020. Là, de plus en plus de gens sont dans des formes de prise de conscience que, comme tu disais Marie, que la planète va pas bien, la nature va pas bien, donc on commence à avoir des sursauts et à se dire ok, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a aussi, c'est aussi très lié avec des situations, des manifestations, soit qu'on vit à travers des phénomènes de canicule l'été, ou alors à travers voilà, le rapport du GIEC qui sort. Enfin, le premier volet était sorti en août. Là maintenant, dès qu'il y a ce genre on est forcément touché dans nos émotions en lisant ce genre de rapports ou en entendant ce genre de nouvelles. Donc ça fait qu'il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui va connecter, je pense, avec la dimension cognitive. Et là, les gens vont avoir besoin d'avoir un espace pour pouvoir parler de ça. Et ça fait que, oui, il y a de la détresse, il y a du questionnement et il y a une difficulté à se projeter, en fait. C'est vraiment ça. Moi, je reçois des gens qui me disent, mais d'ici 10 ans, en 2050, est-ce que c'est raisonnable d'avoir des enfants aujourd'hui? Qu'est-ce qui va arriver à mes enfants dans les années à venir? Donc, dans un monde incertain, quelle décision on prend? Donc, c'est la difficulté de plus pouvoir se projeter dans un monde qui va être meilleur. Enfin, on est vraiment plus dans cette idée ancienne du rêve américain où ça allait forcément être mieux. Là, on sait qu'on est face à quelque chose qui va être de l'ordre du déclin à tous les niveaux et très incertain parce qu'on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Donc c'est d'apprendre à vivre avec cette incertitude. C'est Joanna Macy qui dit qu'il faut apprendre à naviguer, danser avec l'incertitude. Et je trouve que cette phrase, elle est très juste pour bien résumer notre société actuelle et les enjeux qui sont présents aujourd'hui. Ouais. Ça me fait penser à, justement, quand tu parles d'incertitude, enfin, tu vois, dans ce mot incertitude, qu'est-ce que psychologiquement ça vient toucher cette incertitude?
comment est-ce comment est-ce que finalement on le perçoit? Parce que naviguer ou danser avec l'incertitude, ça présuppose, enfin, de mon sens, un lâcher-prise. Mais il y a tout plein de choses à mettre en place, c'est des concepts, tu vois, mais comment est-ce qu'on fait pour vivre avec l'incertitude? Comment est-ce qu'on fait pour danser avec l'incertitude? Là, ah, pardon, Charline. Vas-y, Charline. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que ça touche vraiment la notion de contrôle. Et enfin, si on revient à la problématique de la dépendance, on est dans une société du contrôle. Et c'est ça qui fait que pour la plupart des gens, c'est très difficile. On a besoin de pouvoir se projeter. L'humain, il a besoin de se projeter, de faire des projets. Et là, c'est quand même une des premières situations où on se retrouve face à un grand questionnement par rapport à l'avenir. Donc, c'est pouvoir lâcher prise sur notre capacité à pouvoir contrôler ce qui est devenu complètement incertain aujourd'hui. Oui, j'aime bien que tu amènes cette dimension sociale parce qu'effectivement, on est dans une société qui veut tout sécuriser, tout contrôler. Voilà. Et en fait, c'est l'inverse qui est en train de se passer. Et donc, on ne nous donne pas les outils pour. Et en plus, si on regarde sur le plan du fonctionnement de la psyché, l'incertitude, ça peut renvoyer à des choses très archaïques, des moments où le bébé, quand il est dans l'insécurité, c'est le gouffre, c'est le cataclysme. Donc, s'il n'a pas eu un monde suffisamment sécurisant autour, il peut y avoir des restes dans la psyché qui font que si l'extérieur n'est plus sécure, ça vient réveiller ça et ça peut créer des angoisses terribles. Moi, j'aimerais vous partager un questionnement quand j'ai vu le titre de la table ronde. Je me demande, est-ce que pour les émotions liées au bouleversement écologique, sociopolitique et économique actuel, est-ce qu'on peut parler de troubles? C'est une vraie question. Parce que est-ce qu'on risque pas de pathologiser des ressentis qui sont en fait en adéquation avec une réalité de la mutilation du monde actuel? Est-ce qu'on ne risque pas voilà, de mettre l'éco-anxiété, la solastalgie du côté du soin psychiatrique sous médication? J'exagère, mais alors que l'éco-anxiété pose aussi la question amène en fait une question collective et politique. C'est un ressenti personnel face à une situation partagée. Je vous pose cette question parce que dans les métiers de l'éducation, du travail social et du soin, il me semble que nous sommes historiquement habitués à une lecture des problématiques personnelles et des souffrances et des pathologies qui est très individualisée. On s'inspire des problématiques familiales, on s'inspire des enjeux, enfin, on a développé beaucoup de théories sur les dimensions intrapsychiques, interpersonnelles, mais il me semble que, enfin, pour ma part, j'ai du mal à voir comment penser les troubles personnels de manière politique et de manière collective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et après ça c'est mon avis personnel, mais Eva Illouz a écrit un bouquin qui s'appelle L'industrie du bonheur et qui parle de l'omniprésence aujourd'hui du développement personnel. Et il me semble qu'aujourd'hui, il y a cette idée que la transformation personnelle prévaut avant la transformation collective. Et donc voilà, je me pose cette question. Les troubles humains, est-ce que c'est un bon vocabulaire pour parler de l'éco-anxiété, de la solastalgie, sachant que bien sûr, beaucoup de personnes vivent, et pour ma part, je l'ai vécu et je le vis encore souvent, cette situation de bouleversement de manière très, très dure, en fait. Est-ce que c'est un trouble? Est-ce qu'il n'est pas important de rester en contact avec ce ressenti pour justement pouvoir personnellement et collectivement participer à transformer nos manières de
de tisser des liens, d'être en interdépendance et d'habiter la Terre. Je vais rebondir là-dessus, parce que c'est une question qui me tient à cœur depuis longtemps. C'est-à-dire, dans les années 90, il a débarqué dans mon cabinet une souffrance au travail que je n'avais jamais entendue avant. Il pouvait y avoir un petit problème à un moment donné de quelqu'un avec son boulot, mais c'était occasionnel, c'était limité, etc. Et puis, dans les années 90, j'ai entendu une souffrance au travail qui m'arrivait par des bouches très différentes, des gens qui avaient des boulots très différents, mais qui m'expliquaient quelque chose qui était semblable. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Il ne faut pas que je le ramène à la personne parce qu'il y a quelque chose du social là. Donc je me suis mis à lire les bouquins là-dessus, etc. En plus, il y avait autour de moi pas mal d'anciens d'ingénieurs qui partaient à la retraite, donc qui avaient vu l'évolution en entreprise et qui m'ont expliqué ce qui se passait. Et là, je me suis dit, il faut pas que je prenne les choses au niveau personnel, il faut que j'aide la personne à comprendre que ce n'est pas son problème, mais que si elle est en souffrance, c'est normal à cause de ce qu'elle vit dans son travail. Et c'est la même chose là maintenant. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est très, très important d'entendre cette souffrance parce qu'elle est normale face à la situation. C'est normal d'être anxieux par rapport à cette peur de qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Voilà, c'est normal d'avoir de la souffrance, de voir son environnement se détruire. Quand on l'a aimé, quand on en est pétri, comment ne pas en souffrir? Donc ça, c'est tout à fait essentiel de reconnaître ça. En même temps, ce que je disais tout à l'heure, c'est que par rapport au phénomène d'insécurité qui se passe sur le plan collectif, ça peut réveiller aussi des insécurités au niveau personnel. Mais c'est plutôt, ça vient réveiller des endroits difficiles en nous-mêmes. Mais voilà, et donc c'est très important d'avoir une lucidité, un discernement sur à quel niveau je me situe. Est-ce que mes émotions, c'est lié effectivement à la situation extérieure, à la situation autour de moi, et c'est normal que ça ne me laisse pas indifférent, mais que ça me fasse des choses? Ou est-ce que dans ma réaction, il y a aussi quelque chose qui vient d'être réveillé personnellement dans une propre insécurité personnelle? Mais c'est très difficile et il faut être très très prudent là-dessus, dans l'écoute, pour ne pas tout de suite cataloguer c'est là ou c'est là. De bien écouter le fil des choses et la personne va trouver exactement où ça se situe. J'abonde dans ton sens, Michael, par rapport à ce que tu poses du terme trouble. Le terme d'éco-anxiété, les éco-émotions, c'est des réactions adaptatives qui sont normales par rapport à un environnement qui est en train de se dégrader et qui est... moi, les personnes que je reçois, le premier entretien, souvent, c'est vraiment légitimer le ressenti de la personne. C'est dire... j'ai parfois des gens qui me disent mais est-ce que je suis fou? Est-ce que pourquoi tout le monde n'est pas avec des pancartes dans la rue en train de dire qu'il y a un problème? Et en fait, finalement, j'ai même aussi des gens qui me disent c'est moi qui viens en thérapie, Charline, mais est-ce que c'est pas le monde qui est fou en fait? Est-ce que c'est pas le monde qui devrait être dans votre cabinet plutôt que moi? Et je trouve que c'est très juste, en fait, ce que tu dis, Michael, de ne pas pathologiser l'éco-anxiété. Si on en fait un trouble, en tout cas, je pense que si on en fait une pathologie, ça va devenir quelque chose de l'ordre de l'individu, finalement. On va envoyer tous les gens chez les psys, puis on ne va pas aller se dire, bon, il y a un vrai problème on ne va pas aller regarder la cause, en fait. On ne va pas aller regarder la source du problème. Donc, je pense qu'il y a vraiment ces deux travaux à faire en même temps, prendre soin de la personne, parce que c'est vraiment des gens qui arrivent avec une vraie souffrance. Alors les éco-émotions, il y en a des agréables à ressentir, et puis il y en a des un peu moins sympathiques. Il y a des gens que ça va mettre en mouvement, qui vont ressentir de la joie, qui vont avoir envie de faire des choses, et puis d'autres que ça va avec des degrés d'éco-anxiété où ça va être vraiment difficile à vivre au quotidien. Donc il faut pouvoir travailler sur cette dimension-là de l'individu, de lui permettre d'atteindre un degré d'éco-anxiété qui va lui permettre de se mettre en mouvement plutôt, qui va être un moteur pour l'action, et puis bien évidemment d'aller regarder
pourquoi est-ce qu'on a ce type de problématique dans nos cabinets, en fait? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, il y a des gens qui ressentent de l'éco-anxiété? Pourquoi est-ce que Albrecht, le philosophe australien, a créé un néologisme comme la solastalgie? Pourquoi on crée ça? C'est parce que on est dans un cadre de dégradation de notre environnement par l'action, par l'activité humaine. Donc, il faut pouvoir aller regarder à ces deux niveaux. Et effectivement, enfin, il y a à prendre en compte les individus, mais bien évidemment, aller regarder la cause de la souffrance. C'est ce qui fait la spécificité de cette éco-anxiété, finalement. Tout le monde sait traiter on sait comment accompagner l'anxiété, mais par contre, aller regarder la cause, enfin, ce qui la génère, la dimension de l'éco, des problématiques environnementales, il faut pouvoir regarder ça aussi. C'est là où les chercheurs en écopsychologie ont fait un bon boulot. Justement, qui est malade? Est-ce que la maladie principale, c'est pas la normose? C'est-à-dire ce qui est normal, la normose. Et les chercheurs en écopsychologie, ils ont fait un bon travail pour remettre en question la société dans laquelle on vit et qui est une société qui est pathogène. Du coup, là, dans ce que vous dites, là, il y a quelque chose d'assez intéressant et d'assez important pour moi. C'est que pour les accompagnants, les professionnels de la santé ou toute autre personne voilà, qui sont dans le soin, il y a une relation aussi à avoir avec les personnes qu'on accompagne, par exemple, parce que nous-mêmes, que ce soit les thérapeutes, les psychologues, les accompagnateurs, etc., on est aussi dans ce monde. On est aussi confronté à nos peurs, on est aussi confronté à notre anxiété, etc. Et je trouve que ça vient poser justement, remettre en question le lien qu'on a entre professionnels et patients ou si c'est pas un patient ou particulier qui a besoin d'être pris en charge ou d'avoir quelqu'un qui l'aide qui l'accompagne dans le soin. Donc là, ça vient aussi remettre en perspective cette notion, cette relation qu'on peut avoir. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, comment est-ce que vous le voyez? Tu peux préciser parce que pour moi, je vois pas bien. En fait, moi, le lien, tu me dis si tu me trompes, je me trompe, Johan, hein. Moi, ce que j'entends avec ce que vous avez dit tous les trois, qui est très fort, je le vis à plein de niveaux, c'est qu'en fait, finalement, notre métier de thérapeute et d'accompagnant, qui jusqu'à maintenant était relativement normé, implique de se politiser et implique finalement de devenir subversif par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire que ce qu'on reçoit au cabinet est en train de nous indiquer fortement qu'on a des manifestations de souffrance qui sont normales. Parce qu'on détruit le vivant, parce qu'on détruit la terre, parce qu'on se détruit soi, en fait. On détruit aussi nos liens, bref. Et que du coup, ça pose cette question d'un côté de la politisation de notre être en tant que thérapeute accompagnant et jusqu'à quel point finalement, par rapport à nos formations initiales, on est capable de changer cette posture d'accompagnement. Et la deuxième que j'entends et qui est aussi importante, c'est que finalement, il y a aussi une autre dimension qui est celle de la formation que vous avez posée finalement tous les trois au départ. C'est-à-dire dans quelle mesure nos formations actuelles nous aident à prendre en charge correctement cette souffrance. Voilà. Est-ce que c'est à peu près ça, Yoann? Enfin, moi, c'est ça que j'ai entendu. Oui, c'est ça, c'est ça. Okay. Oui, j'ai eu besoin d'une explication sur cette question parce que pour moi, elle date déjà de moins 20 ans, au moins. Parce que déjà dans les années 90, j'étais avec ce problème-là. Vous voyez, avec ce que j'ai exposé. Et moi, des personnes comme Roland Gori, Miguel Benasayak, Charles Melsman, etc., Melsman, oui, ont été très, très importants parce que ce sont des psys qui ont interrogé la société, déjà à cette époque-là. Et ils m'ont aidé à comprendre qu'effectivement, il ne fallait pas écouter juste la personne au niveau personnel, mais écouter ce qu'elle pouvait dire de la souffrance en lien avec un monde pathogène. Donc, c'est pour ça que je disais, il faut changer maintenant. Attends, moi, ça fait 20 à 30 ans que je suis avec ces questionnements-là. Alors, c'est sûr qu'ils se posent encore de manière cruciale avec la destruction environnementale dans laquelle on est.
Moi, juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais, Johan aussi, je pense qu'il y a il y a une difficulté pour les accompagnants aujourd'hui, c'est que on est aussi en prise avec la situation, c'est-à-dire que contrairement à d'autres problématiques où on peut se dire, bon, bah, j'ai dépassé le traumatisme, j'ai les clés, j'ai compris. Enfin, il y a personne qui peut se dire, OK, bah, par rapport au dérèglement climatique et à tout ce qui va arriver, j'ai les clés, je sais. Donc, je trouve qu'il y a aussi quelque chose qui nécessite beaucoup d'humilité de la part de l'accompagnement, enfin, de l'accompagnant, du thérapeute, c'est de dire, bah, moi aussi, je suis dans le même bateau que vous, finalement, et je sais pas. Enfin, bien évidemment, personne n'a les réponses, mais c'est aussi pouvoir je pense, bien être entouré, ou en tout cas travailler sur les liens entre accompagnants, d'où l'idée du RAFU. Le but de l'association, c'était de pouvoir partager autour de ces thématiques-là. C'est que on n'a pas les clés avant nos patients. Enfin, on peut les entendre, mais en tout cas, on est aussi en prise avec la situation actuelle. Et ça rend cette situation un peu nouvelle par rapport à ce qu'on a pu vivre précédemment. Donc il y a ça aussi enfin, dans ce que j'entends de ce que tu disais, Johan, précédemment. Oui, tout à fait. Il y a ça aussi, ouais. Et ça pose, du coup, ça revient un peu sur ce qu'on disait au tout départ, c'est que qu'est-ce qui existe déjà? Qu'est-ce que vous utilisez, par exemple, comme outil? Comment est-ce que vous utilisez ces outils? Michael ou Marie ou Charline, comment est-ce que vous vous accompagnez vous-même et comment est-ce que vous accompagnez les autres? Vous pouvez sortir de votre cabinet. Enfin, je sais que Charline, peut-être tu fais ça parce que Yann Desbrosses, je crois qu'il fait ça aussi, qui permet il sort aussi de son cabinet boîte. Voilà, qu'est-ce que vous mettez en place vous personnellement? Comment est-ce que vous le vivez tout ça? Je vais répondre très rapidement parce que moi, ça fait 10 ans que j'ai arrêté ma pratique en cabinet et j'avais juste à ce moment-là une patiente qui était très, très, très préoccupée, qui était déjà dans l'éco-anxiété et je l'écoutais en comprenant ce qu'elle vivait. J'étais en adéquation avec elle parce que j'étais sur les mêmes, j'entendais des choses comme elle, quoi. Donc, la seule chose que je pouvais lui dire, c'est que je comprenais ce qu'elle vivait. Mais depuis, je n'ai plus de patients, donc je donne la parole aux jeunes. Ouais, merci pour toutes ces questions. Je sens que pour moi, elles sont très précieuses. Marie, tu as évoqué une société pathogène. Emmanuel, tu as évoqué la question de est-ce qu'il faut politiser nos pratiques d'éducation et de soins? Moi, c'est vrai que c'est cette question qui m'a conduit à pas terminer ma formation de psychologue. J'étais en master 2 de psychologue pour devenir psychologue du développement de l'enfant et de l'adolescent. Et au moment où j'ai vécu l'éco-anxiété de plein fouet, et j'ai décidé d'arrêter ma formation justement parce que je ressentais une incompatibilité. En fait, j'avais l'impression qu'il m'était demandé d'avoir un statut de neutralité et d'objectivité qui, il me semble, est intenable quand il est question de relations humaines. Et, mais pour moi, là, ce statut d'objectivité, de neutralité, d'écoute et d'accompagnement qui ne serait pas en fait engagé ou politiquement ou idéologiquement situé, pour moi, à ce moment-là, c'était intenable. Parce que j'avais de la colère contre le système capitaliste, parce que j'avais de la tristesse, parce que j'avais envie de participer à une transformation radicale de société. Et donc, c'est pour ça que j'ai arrêté ma formation pour devenir psy et que je me suis formé en éco-psychologie, au travail qui relie. Et aujourd'hui, je conçois plus mon activité comme une activité de facilitateur qui permet aux personnes et aux collectifs de restaurer leur capacité à prendre soin les uns des autres. Alors, ce n'est pas de la thérapie, mais il me semble que face au bouleversement que nous connaissons, les espaces de prendre soin ont, il me semble, tout intérêt à se multiplier. Et je vois que ce n'est pas évident. Mais aujourd'hui, j'ai la chance de discuter, de collaborer et de me questionner
sur les enjeux entre travail éducatif, travail soignant et politique, avec pas mal, et notamment un ami psy qui se questionne beaucoup sur cela, et ça pose plein de questionnements éthiques. Et, mais il y a James Hillsman avec Michael Ventura qui, il y a je crois déjà 30 ans, dans un bouquin un peu provocateur qui s'appelait Pourquoi après un siècle de psychothérapie, le monde va de plus en plus mal, ben, il posait cette question. Il posait cette question du sens de la thérapie dans un monde, de la thérapie individuelle, j'entends, dans un monde toxique, dans un monde pathogène. Et c'est dommage parce que le bouquin, il est quasiment en rupture de stock, il est très difficile à trouver. Et pour ma part, je l'ai trouvé passionnant, il pose de vraies questions. Et à la fin, il propose d'envisager une refonte des psychothérapies pour l'imaginer comme des cellules révolutionnaires où, entre guillemets, il s'agirait de pouvoir accueillir la douleur personnelle de la personne, ses souffrances, comme des manifestations intimes, mais aussi comme des manifestations de douleur collective, d'enjeux collectifs. Et à ce niveau-là, il me semble qu'il y a plein d'initiatives qui sont très, très intéressantes. Par exemple, Marie, tu parlais de Miguel Benassayag, qui lui, il me semble, parle de la thérapie situationnelle, donc d'une thérapie engagée dans la situation, notamment pour une restauration du pouvoir d'agir, du pouvoir d'appartenance, d'être en lien, de se sentir vivant. Mais il y a plein d'autres formes de personnes et d'initiatives qui se tissent aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je suis plus du côté des initiatives vraiment alternatives. Et ça m'évoque les principes de culture régénératrice d'Extinction Rebellion, et où il y a vraiment cette idée de créer des espaces de prendre soin dans l'action, dans la lutte, dans l'engagement collectif. Et je sais que de ce que j'ai vécu et de ce que je vis avec Extinction Rebellion, il y a énormément d'accueil de l'éco-anxiété dans les différents espaces qui sont proposés. Et il y a actuellement, dans les prochains mois, des réunions entre différentes fondations, différentes institutions, différents collectifs militants, justement sur la question du prendre soin dans une perspective de transformation personnelle et collective. Et je trouve que cette articulation entre transformation personnelle et collective, elle est très délicate. Elle pose plein de questions éthiques et en même temps, est-ce que la somme des transformations personnelles, ça fait une transformation collective? Pour ma part, je ne le crois pas. Est-ce que tu avais entendu parler de transformation personnelle, transformation sociale, qui était une association qui justement faisait beaucoup d'actions de groupe. Je pense qu'elle n'existe plus maintenant, qui était dirigée par Ivan Matchev et Laurence Baranski. Et bien, vraiment, ils étaient avec ce concept-là, transformation personnelle, transformation sociale. Justement, on est dans la complexité, là. On est dans la complexité parce que je te suis complètement et en même temps, je dis, il y a plein de niveaux à la fois. Donc, ce niveau-là, absolument. Mais effectivement, est-ce que si chacun se transforme personnellement, ça va suffire pour le social? Pas sûr du tout, parce qu'il faut aussi qu'il y ait des actions au niveau des institutions. Et ensuite aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est important effectivement de reconnaître que c'est légitime d'être en souffrance, d'être en anxiété dans un monde actuel, mais en même temps, pour certains, à certains moments, ça peut venir chercher des niveaux d'angoisse qui sont beaucoup plus profonds, qui sont de l'ordre du personnel. Il ne faut pas l'oublier non plus. D'où la psychothérapie peut être toujours utile. Voilà. Mais de bien faire ces discernements, et là on est complètement dans la complexité, de pas oublier des niveaux, parce qu'on va encore se planter. Merci. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Marie. Moi, je m'aperçois vraiment que j'ai des personnes que je ne reçois pas forcément sur des années par rapport à la problématique d'éco-anxiété. C'est parfois, il y a deux types de profils. C'est-à-dire, soit c'est des gens qui ont déjà
bien travaillé sur eux, donc qui ont déjà des clés, des ressources, et puis qui ont juste besoin de pouvoir exprimer cette souffrance-là, et les séances ne durent pas forcément très longtemps. Après, il y a des gens que je reçois parce qu'on se rend compte que on commence avec ce sujet-là, mais tout est interconnecté aussi à l'intérieur de l'humain. Donc finalement, quand parfois, il y a plein de sujets qui sont cachés derrière. Donc c'est la porte ouverte à finalement aller à la rencontre de soi. Donc là, ça veut dire partir parfois dans un travail plus qui s'engage plus sur la durée, d'un point de vue thérapeutique. Vraiment, je trouve que ça dépend. Moi, je reçois un peu ces deux types de cas où parfois c'est vraiment juste accueillir le ressenti de cette éco-émotion désagréable et puis réussir à trouver un degré qui soit gérable et qui permette d'aller mieux, enfin, de faire des choses. Et des fois, c'est vraiment un moyen pour la personne de démarrer une tranche de thérapie, si je peux le dire comme ça. Je me permets juste de rebondir dans ce que vous êtes en train de poser, parce que moi-même, du coup, ça fait écho aux personnes que je reçois au cabinet. Et il va y avoir ce que vous posiez tous les deux, Michael et Marie, c'est-à-dire cette posture du thérapeute, en tout cas pour ma part, qui va être subversive et qui va reconnaître cette souffrance comme étant normale, parce que c'est fondamental. Et pourtant, je ne peux pas m'empêcher, même si je suis éco-psychologue, d'avoir la psy qui est là à côté. Et je vais voir des personnes, comme tu le posais, Charline, qui, cette souffrance va venir réveiller des choses. Pour certains, ça va être des traumatismes profonds qu'il va falloir quand même sur le plan thérapeutique aller travailler parce que ça empêche d'avancer. D'autres où ça va venir réveiller des failles en fait psychiques. Et je pense notamment aux plus gros troubles qu'il y a dans la population occidentale, qui est quand même le trouble anxio-dépressif. Et c'est vrai que cette question finalement de l'éco-anxiété et de ce qu'on est en train de poser, en tout cas pour ma part, hein, je le vis comme ça, elle est pleine de complexité. C'est-à-dire que c'est difficile, en tout cas pour ma part, d'avoir une posture tranchée en fait, sur cette thématique et de pouvoir dire que l'éco-anxiété se normalise complètement, parce que je sais que quand ça se pose sur un terrain d'un trouble anxieux, ça peut vite glisser vers une anxiété généralisée. Et si on n'est pas face à non plus des personnes compétentes pour prendre en charge l'anxiété généralisée, ça peut être catastrophique. Donc, ça pose aussi cette histoire de formation, comme si tu le posais, Michael, c'est-à-dire avoir des espaces, tu vois, où tu as des enjeux de formation, où tu vas prendre en charge la personne, et puis des enjeux plus libres, parce que tu sens que là, en fait, on va travailler sur le plan collectif, que les individus sont peut-être prêts, ont peut-être nettoyé des bagages et sont prêts, en fait, à un engagement, tu vois, par le biais du collectif. Ouais. Sur ce sujet-là, je raisonne complètement, et il me semble que ce qui se pratique et s'est mis en place en Belgique autour des réseaux d'éco-psychologie est assez inspirant, parce qu'il y a, il me semble, une articulation entre les espaces militants avec des espaces de prendre soin et en même temps un réseau de professionnels de l'accompagnement et du soin qui se rencontrent, qui se forment et qui sont à disposition des personnes engagées dans les actions de lutte et dans les actions de création d'alternatives. Ouais. Merci, Michael. C'est ce que vous voulez faire à la FIPCOP. Oui, c'est vrai, mais bon. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, en effet. En effet. C'est vrai. Super. Et peut-être, moi, j'aimerais voir et puis rapidement parler un petit peu, parce qu'on a parlé des troubles, on a parlé de plein de choses, mais concrètement, un peu, si on revient sur la question de l'éducation, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Je sais qu'il existe déjà des écoles de la nature, je sais qu'il existe aussi le fameux Shirin-yoku, les bains de forêt, qui ne sont pas que pour les adultes, mais on peut en faire avec d'autres publics. Voilà, est-ce que vous pouvez partager un peu, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce qu'on peut faire concrètement, qu'est-ce qui est à notre disposition déjà en France, et puis aussi autour de nous, en Belgique, en Suisse, même si on a de moins en moins de forêts. Bon, comment est-ce qu'on peut, quels outils on a un petit peu?
Je vais juste faire une anecdote. En tant que grand-mère, avec mon compagnon, on emmène nos petits-enfants en prenant un âne ou deux et on part pendant 4-5 jours, pleine nature, sans voir personne. Génial. Wow. Mais voilà, ça c'est des. On peut pas tous partir avec un âne, parce que moi j'en ai pas, par exemple. Mais voilà, ça c'est un des exemples qui est, voilà, qui est concret dans le retour, dans cette sensibilité qu'on peut avoir avec la nature. Marie, dans votre livre avec Patrick, vous parlez pas mal de ça, des enfants, de l'école de l'école dans la forêt, de la possibilité, enfin, du travail qu'ils font faire à ces enfants, de méditation, de seed spot. J'avais trouvé ce passage du livre super intéressant sur ces nouvelles propositions d'éducation qui sont, je pense, assez inspiré des pays nordiques, je crois, plutôt. C'est venu il me semble que c'était eux qui avaient commencé à développer ça. Enfin, je ne sais pas si on a beaucoup en France de ce genre de type de formation pour les enfants, mais en tout cas, ça me semble une modalité dans l'éducation super intéressante. Il faudrait qu'on puisse proposer ça. C'est en train de venir. On est en contact avec Muriel Fifis qui a créé l'école Caminando qui est dans le Diois. Effectivement, c'est une école primaire et où les enfants, eh bien, ils suivent le cursus scolaire, mais en même temps, ils sont dans la nature. Donc, il y a plein d'activités dans la nature. Ils font un jardin, etc. Et elle, parce qu'on a été en contact avec elle et qu'on l'a interviewée pour notre livre, justement, elle dit que il y a un réseau qui est en train de se créer. Il y a aussi Isabelle Pelou et il y a quelqu'un dans le Nord aussi, c'est en train d'émerger. Sur les questions d'éducation, c'est vrai qu'il y a un véritable mouvement, en fait, mais qui existe depuis plusieurs décennies, hein, de retour à la nature, les forest schools et tout ça. Et en même temps, il me semble qu'il y a pas mal de personnes qui émettent qui voient les limites de ce qu'on appelait l'éducation au développement durable, l'éducation à l'environnement. Et est-ce que l'enjeu aujourd'hui, c'est seulement d'éduquer à la nature, d'éduquer au sentiment d'interdépendance, ou est-ce que l'enjeu, c'est de repenser le rôle de l'éducation dans notre société? C'est une question que posent pas mal de chercheurs en sciences de l'éducation, dans un bouquin qui s'appelle notamment Éduquer en Anthropocène, et où ces chercheurs se positionnent assez clairement dans la perspective d'une refondation des pratiques d'éducation. Qui dit refondation, ce n'est pas innovation, c'est refondation. Donc, c'est une perspective de transformation radicale où l'éducation n'est plus de ce qu'ils disent, ne permet plus de produire une main-d'œuvre adaptée au marché. Ça, c'est la critique traditionnelle de Ivan Illich, mais qui est un espace qui permet de vraiment d'apprendre à vivre, d'apprendre à être en relation, d'apprendre à exister. Et pour moi, c'est un enjeu qui me parle beaucoup. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a les espaces d'éducation formelle, les institutions, l'éducation nationale, les institutions spécialisées. Mais je pense que nous aurions aussi tout à gagner à peut-être raviver les flammes de l'éducation populaire qui, à certaines époques, ont été très, très présentes. Et aujourd'hui, les mouvements d'éducation populaire existent toujours, mais sont en grande difficulté. Ranimer l'éducation populaire, tout à fait d'accord. Par rapport à ce que tu dis de changer l'éducation, moi je pense que Mireille Fifis, elle est déjà là-dedans. C'est-à-dire qu'elle fait de la prose sans le savoir. C'est-à-dire qu'elle a la chance d'être dans le primaire, où là c'est beaucoup plus possible. Mais vraiment, ce soin au vivant, et donc au vivant, c'est-à-dire le rapport des enfants avec la nature, mais le rapport avec eux-mêmes, le rapport entre eux-mêmes, etc., elle y est très, très attentive. C'est le c'est son objectif, quoi. Donc, elle est déjà là-dedans, voilà.
Donc, il y a déjà des éducateurs qui sont là-dedans, ça c'est certain, dans cette démarche-là. Mais comment... Il y a effectivement toute la dimension d'éducation populaire aussi qui est fondamentale. Et oui, parce que je ne connais pas toutes les initiatives, loin de là, mais il me semble qu'aujourd'hui, beaucoup d'écoles alternatives qui proposent des, euh, des espaces pédagogiques en nature euh, ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Des fois, il y en a qui essayent de mettre en place des initiatives pour que ça puisse être accessible même aux personnes qui ont moins de moyens. Mais aujourd'hui, il y a quand même une homogamie sociale dans les milieux de l'éducation à la nature, des écoles alternatives. Et, euh, et moi, je me questionne vraiment sur cet enjeu parce qu'aujourd'hui, dans l'éducation nationale, il y a plein d'enseignants, d'enseignantes qui se démènent pour essayer de sortir, de faire des classes découvertes, mais ils sont sous une montagne de papiers administratifs, les budgets baissent en permanence. Moi, je me souviens à l'époque, quand je faisais des classes découvertes, des fois, on pouvait partir 2 semaines avec les enfants. Aujourd'hui, les classes découvertes, souvent, c'est 3, 4, 5 jours maximum. Donc, il y a une vraie, tout à l'heure, on parlait de politisation. Moi, je pense que l'éducation à la nature nécessite aussi un vrai rapport de force de la part des parents, de la part des éducateurs, des soignants, pour exiger ces temps de pleine nature dans nos vies bétonnées. Je parlais de Frédéric Plénard qui a fait le film Le Lien et qui a écrit, qu'est-ce que c'est son bouquin, je ne sais pas si c'est pas L'enfant et la nature ou quelque chose comme ça, mais on peut trouver, en cherchant Frédéric Plénard, vous trouverez son bouquin et on en parle dans notre propre livre et il l'affirme carrément, il dit il n'y aura pas de transition écologique sans transition éducative. Ça te donne complètement raison. Complètement. Je suis en train d'intégrer ce qui est en train de se passer. En fait, je suis en train d'intégrer à la fois, je crois, la complexité des enjeux. Complexité, ça ne veut pas dire compliqué, hein. Ça veut juste dire accepter de prendre conscience en fait des différentes interconnexions et interpénétrations pour pas simplifier les choses. C'est énorme parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, ce qui est en train de se soulever autour de cette table, en tout cas, c'est comme ça que je vis et que je ressens, c'est vraiment le fait de reposer sur le plan de l'éducation, de reposer aussi sur le plan de nos pratiques en tant qu'accompagnant, en tant que thérapeute, une vraie problématisation qui est au-delà de l'interdépendance, en fait, qui est vraiment dans les enjeux actuels qui se tissent sur tous les plans. Tu l'as posé, Charline, sur un plan actuel, effectivement, avec cette guerre qui se passe en Europe, mais sur le plan écologique, économique, social, au niveau de la justice sociale, et cette place de l'humain aussi par rapport au vivant. Et ce que j'entends aussi intrinsèquement, c'est finalement comment, quelle est notre responsabilité aussi en tant qu'individu, en tant qu'accompagnant, en tant qu'éducateur, en tant que parent, moi-même qui suis parent, en tant que grand-parent, comme tu l'as posé Marie aussi, je vois, c'est important. Enfin, comment on se situe là-dedans, quelles actions on va mener, qu'est-ce que ça redonne comme sens. Mais effectivement, surtout quand je t'entends, Michael, ça soulève en moi cette sensation de se dire, en fait, oui, il faut sortir de l'isolement, comme tu disais, Charline, que moi j'ai tellement dans le cabinet de gens qui disent, mais est-ce que je suis folle, est-ce que je suis fou, je suis le seul dans mon environnement à le penser. Ben, oui, mettez-vous en lien, comme tu l'as dit, Michael, avec des réseaux existants, avec des personnes, quelles que soient nos sensibilités, mais dans des engagements associatifs, dans des engagements parce que c'est ce qui va permettre non pas d'être dans l'entre-soi, mais de pouvoir lever ce mouvement dont tu parles, Michael, qui est de cette sensation de reprendre son pouvoir. Tu parlais de réempuissancement tout à l'heure. Là, je pense de reprendre son pouvoir d'action, son pouvoir d'agir. C'est ce qui permet aussi de lutter contre ce sentiment d'impuissance face à un collectif qui est pressurisant pour l'instant et qui n'est pas encore effondré. On est tous entre deux mondes. C'est ça que ça me donne comme sensation. Et, enfin, il fallait que je le livre, mais
Merci. Mm. Ouais, est-ce que, en tout cas, je ne sais pas comment toi vous l'avez vécu vous, ou comment tu le vois, Johan, par rapport à ce qu'on a posé de manière générale, il y a énormément à la fois de concepts et de liens qui se sont faits. Ce que j'entends, et c'est ça qui me fait plaisir dans cette table ronde, et tu l'as posé, Charline, j'aime beaucoup ce mot, il y a beaucoup d'humilité, c'est ça qui fait ressortir, dans le sens où, tu l'as dit, Marie, avant qu'on soit là, eh bien, il y avait les anciens, il y avait toi, il y avait d'autres, tu vois, il y a 20 ans, il y a même plus qu'avant en France et ailleurs, qui se sont posés ces questions-là. Et comme tu le posais, Charline, finalement, eh bien, nous-mêmes, on n'a pas les réponses. On est aussi en co-construction, on est aussi en interrogation. Et finalement, ce sujet, pour ma part, montre que on doit s'en saisir dans les différentes strates. Tu l'as très bien posé, Michael, sur le plan institutionnel, sur le plan aussi de nos pratiques, sur le plan de la formation, sur le plan aussi juste humain, au niveau relationnel. Il y a une vraie transformation qui est là, avec en même temps, voilà, aller se nourrir de ce qui est déjà fait pour pouvoir peut-être trouver aussi des clés qui nous rassurent, mais aller plus loin. Parce que Michael, tu l'as vraiment posé, en fait, cette notion de complexité. Marie, tu l'as repris aussi. De pas aller forcément avec la solution, comme on le voyait dans le développement personnel, j'ai la solution miracle. Non. Mais en fait, de voir qu'on va œuvrer à un niveau et d'autres feront à d'autres niveaux. Ça va prendre peut-être cette place, cette image de la forêt, où finalement, quand chacun prend sa place, le mycélium, il y a plusieurs déjà réseaux qui sont là et finalement, ça s'interconnecte, un peu comme Bidart le pose dans les tisserands. Merci, enfin, pour moi, ça a été extrêmement riche. Voilà, je ne sais pas si vous avez peut-être un petit mot à rajouter par rapport à cette table ronde. Moi, je trouve ton petit mot de la fin, Emmanuel, très beau. C'est avec la question des tisserands. Je trouve que c'est un très bel ouvrage. Je me souviens comme on en avait parlé ensemble. Oui. Donc là, c'était un moment très, très, très chouette c'est passé super vite. J'ai l'impression qu'on a parlé de plein de sujets en peu de temps et j'ai eu grand plaisir à pouvoir partager ce moment de lien, même si on est un peu loin les uns des autres. Donc ça, pour le coup, la technologie, des fois, ça a du positif. Donc, merci à vous pour ces échanges très riches. Merci, Charline. C'est un plaisir aussi pour moi. Et je vous remercie. Ça donnerait même envie de continuer à discuter. Je serais prête à faire encore 1 heure ou 2. Mais tellement c'est vraiment chouette de partager toutes ces choses-là avec vous. Et c'est tellement essentiel qu'il y ait justement ces échanges-là. Ouais, un grand merci. Je me sens ravi d'avoir partagé ce moment-là avec vous et merci beaucoup la FECOP pour cette initiative. Merci, Merci à chacun. À bientôt à tous et à toutes. Merci. Bonne soirée. Merci, À bonne bientôt. soirée. Au revoir.